Guillaume Meurice vient d'être licencié par Radio France. L'humoriste a reçu une lettre de sa direction mardi 11 juin qui l'a informé de son éviction de France Inter pour déloyauté répétée à l'égard de l'entreprise. On lui a reproché ses blagues controversées sur Benjamin Netanyahou. En avril, Meurice l'avait comparé à une sorte de nazi mais sans prépuce. Il avait alors écopé d'un avertissement de la direction de Radio France. Guillaume Meurice a ensuite été visé par une plainte pour antisémitisme qui a finalement été classée sans suite. Cette décision de justice favorable l'a incité à répéter sa blague polémique dans le Grand Dimanche soir début mai. Un choix qui n'a pas du tout plu à la direction de Radio France, qui a réagi en suivant. L'humoriste a été suspendu d'antenne, ce qui a provoqué une grève chez France Inter. Ont suivi un entretien et une commission disciplinaire qui ont finalement mené au licenciement de l'humoriste mardi 11 juin. L'intéressé a réagi sur X avec ironie. Son départ forcé a provoqué une vague de démissions à France Inter. Émeric Lomprey, Jamil Leschlag, Laëlia Véron et Guédré ont déjà annoncé qu'ils quittaient la station publique en soutien à leurs collègues. Pour des raisons qui me semblent évidentes, je démissionne de France Inter. La directrice générale de Radio France, Sybille Veil, a envoyé un mail à ses équipes pour expliquer cette décision. Selon elle, ni la liberté d'expression ni l'humour n'ont jamais été menacés à Radio France. Plusieurs chroniqueurs ont d'ailleurs librement exprimé sur nos antennes leur soutien à Guillaume Meurice. On va tous y passer par Jupiter, le grand dimanche soir. Meurice a enchaîné les émissions depuis 2012. Son licenciement marque la fin d'une aventure radiophonique de plus de 10 ans chez Inter. Salut les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette chronique hebdomadaire avec Monsieur Jacob Cohen qui est avec moi en bas. Je tiens à m'excuser pour le léger retard qu'on a eu ce soir. Voilà. Bonsoir Monsieur Cohen. Ah, Monsieur Cohen, il est immobile. Alors je crois qu'il a... Ah, il est là. Voilà. Voilà. Bonsoir à tous. Voilà. Vous Bonsoir Cohen. excusez le léger retard de Wari. Voilà, merci, désolé encore. Alors, comme d'habitude, Monsieur Cohen, vous savez très bien, on est en multidiffusion sur YouTube, Facebook, Twitter, Twitch et aussi VK et bien sûr TikTok. Donc, les amis, pour celles et ceux qui veulent participer, comme d'habitude, vous avez la possibilité sur les plateformes, je vous mets le lien StreamYard et sur TikTok, vous connaissez le principe et n'hésitez pas bien sûr à partager, tapoter bien sûr le live. Les amis, on va commencer, Monsieur Cohen, donc avec cette nouvelle qui est tombée, je crois hier ou avant-hier, donc le licenciement donc de ce journaliste chroniqueur. Voilà, donc vous vouliez commencer Oui. l'émission à ce sujet, donc je vous donne la parole, Monsieur Cohen, et on ira après, bien sûr, sur les derniers événements, la dissolution de l'Assemblée, voilà, un point sur les élections, votre avis sur le sujet, et voilà. À tout de suite, c'est parti. Oui, donc je voulais commenter ce licenciement parce que Guillaume Meurice c'est quand même un pilier de France Inter. C'était vraiment le chroniqueur. Il ne faut pas oublier que pendant, par exemple, le Covid et la vaccination, il a pris fait et cause pour le pouvoir. Il se moquait soi-disant des non-vaccinés, etc., des anti-vax. Et il tapait toujours sur le front, sur la droite, sur le front, sur le Rassemblement national. Bref, c'était vraiment l'icône bien sous tout rapport. Voilà. Et en plus, il avait de l'humour, c'est sûr. Et donc, il avait une audience. Et il a fait un trait d'humour sur Netanyahou. Bon. Et en fait, c'est tout le système de la soi-disant liberté d'expression qui s'écroule en France. Mais on le sait. Vous rappelez-vous Charlie Hebdo, quand Charlie Hebdo insultait le prophète de plus d'1 milliard de musulmans. Enfin, je veux dire, il le portraiturait avec une bombe sur la tête, enfin, des images vraiment dégueulasses. Mais à l'époque, je ne sais plus qui était président. Enfin, en tout cas, je me souviens quand il y a eu
On disait que mieux vaut les excès de la caricature que le contrôle. Ça veut dire qu'on pouvait tout se permettre. Mais évidemment, ça, quand on tapait sur les bouillons, il n'y a pas de problème. Et on peut tout se permettre. On peut être insultant, on peut être vil, on peut taper au-dessous de la ceinture. La liberté d'expression, ce que vous voulez, le droit au blasphème. Mais attention, quand on touche à un judéo-sioniste, alors ça c'est un autre problème, ça. Là, c'est pas pareil, hein. Et ça rejoint, en fait, il y a toujours eu une politique. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont étonnés, mais comment ça se fait que les artistes ne se manifestent pas, que les universitaires ou des écrivains ne se manifestent pas? Mais il faut les comprendre dans un sens. Est-ce qu'ils peuvent mettre leur carrière en jeu? Parce que c'est de cela dont il s'agit, en fait. En France, on peut mettre sa carrière en jeu. Si on n'a pas les reins solides, si on n'est pas, par exemple, un médecin, si on n'a pas sa carrière en main, si on dépend d'une administration, si on est journaliste, si on est un artiste, un acteur, par exemple. Vous savez, les films en France, 99% des films sont tournés grâce à l'avance sur recette. Qui distribue, et l'avance sur recette représente jusqu'à 90% du budget du film. Qui distribue l'avance sur recette? Eh bien, il y a une commission du CNC, du Centre national du cinéma, qui décide. Et vous savez qui a présidé cette commission pendant 20 ans? BHL. Quand Dieudonné a voulu faire un film en 2000, bien avant sa mise à l'écart, sa diabolisation, BHL a tout de suite vu qu'il allait avoir une concurrence victimaire parce qu'il allait parler de l'esclavage. Et donc, il n'a pas donné l'autorisation. Donc, en fait, ces acteurs, ces chanteurs, ces humoristes, mais ils dépendent du bon vouloir de la communauté. Parce que la communauté, les Sayanim, rappelez-vous Dieudonné, il avait fait son sketch samedi. Il était au sommet de sa gloire en tant qu'humoriste. Il a fait son sketch le vendredi ou le samedi. Le mercredi suivant, il avait un grand spectacle à Lyon, il a été annulé. Vous savez, des coups de fil. La plupart des producteurs, ils ont quasiment, ils sont liés à des Sayanim, à des gens de la communauté. Vous savez, j'ai entendu récemment quelqu'un parler de Chirac. Vous savez que Chirac, il a juré auprès du Bnei Brit, la franc-maçonnerie juive mondiale, de ne jamais faire d'accord avec le Front National. Bon. Et Jacques Chirac voulait faire campagne contre le traité de Maastricht. Il y avait un référendum. Et à l'époque, il y a toujours d'ailleurs, j'ai souvent cité la société Publicis, dirigée par un Sayan. Ça a toujours été, c'était la propriété d'un Sayan, c'est-à-dire d'un juif, mais d'un juif qui est sioniste et qui collabore avec le Mossad pour défendre les intérêts d'Israël. Mais on a fait comprendre à Chirac, ou en tout cas à l'époque, il y avait Hersan qui possédait les grands journaux. À l'époque, c'était le grand patron dans les années 90. Comme aujourd'hui, on dirait, je sais pas, le propriétaire de BFM, etc., ou
comment il s'appelle, celui qui a Free et tout. Enfin bon, donc c'était le. Mais Publicis a dit à Hersant, écoutez, on vous coupe toute la publicité. Hersant était très lié à Chirac. Et bien, qui a obligé Chirac à ne pas s'opposer au traité. Ça veut dire, ce que je veux dire par là, c'est que il faut avoir un peu de tolérance. Enfin, tout le monde ne peut pas être courageux, tout le monde ne peut pas mettre sa vie professionnelle en danger. Regardez ce qui s'est passé avec Stéphane Blé. Stéphane Blé était un génie de la musique classique. Du jour au lendemain, enfin, quasiment, il n'a plus rien eu. Ça veut dire que le lobby a tellement de pouvoir que même un génie de la musique classique, on peut quasiment lui bloquer tous les contrats. Et donc, ce qui s'est passé avec Guillaume Meurice, c'est justement c'est l'illustration de ce pouvoir. Voilà, là on le voit. Et c'était pas bon. Guillaume Meurice, il a probablement, c'est un humoriste qui peut remplir les salles. D'ailleurs, je crois qu'il fait comment dire, il a des contrats pour passer dans des grandes salles, etc. Mais c'est un avertissement pour les autres. C'est-à-dire que n'importe quel humoriste, demain, il va se dire, écoute, je peux me moquer des Arabes, des chrétiens, de Biden, tout ce qu'on veut. Mais je préfère ne pas toucher aux Juifs. Voilà. Je préfère ne pas toucher à Israël. Et donc, en fait, tout leur système de soi-disant la liberté d'expression, le droit au blasphème et tout, bien sûr, ils inventent une espèce, je ne sais pas, elle a trouvé la directrice, bon, dont le nom est. Voilà, et c'est tout un programme, n'est-ce pas? Et donc, voilà, c'est la réalité. Malheureusement, c'est la réalité. C'est-à-dire que si on est acteur, même si on est un grand acteur, même si on est un metteur en scène de renommée, si jamais vous déplaisez au lobby, votre carrière est terminée. Voilà. Même un grand footballeur. Regardez par exemple ce qui est arrivé ce grand footballeur qui jouait en Grande-Bretagne et qui a fait une quenelle. Je ne me souviens plus de son nom, qui était un grand ami de Dieudonné. Nicolas Anelka. Voilà, merci, Nicolas Anelka. La quenelle en Grande-Bretagne, elle n'a jamais été condamnée, ils ne savent même pas ce que c'est. Mais pour vous dire la puissance du lobby, des coups de fil, on appelle des Sayanim en Grande-Bretagne, en quelques coups de fil, Nicolas Anelka a eu des sanctions. Je ne me souviens plus lesquelles, mais en tout cas, il a subi des sanctions. Voilà. Ça veut dire que le message, en fait, ce qui est arrivé à Meurice, c'est quoi finalement? C'est un avertissement à tous les artistes. Voilà. C'est-à-dire, vous pouvez parler de n'importe quoi, sauf du sujet qui est interdit. Voilà, c'est tout. Et donc, tenez-le-vous pour dit. Et donc, soyez un peu indulgents. Moi, j'essaie d'être indulgent avec ces gens parce qu'ils ont des carrières fragiles. C'est pas facile d'être. Et voilà, malheureusement, ils les tiennent par la corde. Ils ont une corde au cou. Voilà. Malheureusement, nous vivons dans ce système où il y a un lobby qui décide de la carrière et du destin de n'importe qui en France, surtout les artistes. Voilà. Et c'est un exemple. Et voilà pourquoi je persiste toujours à dire que le combat qu'on doit mener, c'est d'abord, par exemple, je regrette que tous ceux qui ont pris la défense, j'imagine qu'il y en a beaucoup, de Guillaume Meurice, n'ont jamais évoqué le pouvoir occulte des Sayanim. Voilà. Et ça, je regrette. Voilà. Moi, j'aurais voulu qu'on les mette à jour, qu'on dénonce ce système mafieux, cette mafia qui travaille pour le Mossad et qui interdit
sous peine de, vous savez, en Allemagne, il y a un mot allemand qui se dit Berufsverbot, c'est-à-dire l'interdiction de travailler. Vous savez, quand il y avait la RDA, l'Allemagne communiste, les fonctionnaires à l'Ouest, si on voulait être fonctionnaire en Allemagne de l'Ouest, il fallait ne pas avoir des sympathies communistes. Sinon, on était atteint de Berufsverbot. Voilà. C'est-à-dire, en France, ceux qui critiquent Israël, ils sont condamnés au Berufsverbot. Voilà, c'est ça la réalité. Et j'aimerais que lorsqu'on parle de ces sujets-là, on mette à jour, c'est-à-dire avertir les gens qu'il y a un gendarme derrière avec une toile d'araignée, avec d'immenses pouvoirs, qui est là pour traquer le moindre, quelle que soit sa renommée, sa célébrité, on peut le descendre. Voilà. Roger Garaudy, par exemple, était l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, l'un des plus grands penseurs du XXe siècle. Il a écrit une centaine de livres. Parce qu'il a écrit un livre contre Israël, il a été effacé des tablettes. Il est devenu un non-écrivain. Voilà. Demandez aujourd'hui qui est Roger Garaudy en France. Voilà. Voilà, c'est ce que j'avais à dire à propos de Guillaume Meurice. Oui, alors, le concernant, il n'a pas hésité à aller postuler en déposant un CV chez RTL, apparemment. Alors, je ne sais pas si c'était une blague. Il a pénétré dans un studio comme ça en direct. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça. Non, je n'ai pas vu. Non. Il y avait une chronique en cours chez RTL avec Alex Vizorek et Guillaume Meurice et Émeric Lomprey, donc, sont partis en direct pour déposer un CV. De toute façon, même s'il trouve une chronique dans un autre média, il est certain qu'il ne refera pas une plaisanterie anti-Netanyahou ou critique vis-à-vis d'Israël. Voilà, ça c'est sûr. Je peux, rappelez-vous ce que je vous dis. Voilà, il a beaucoup d'humour, il fera beaucoup de papiers sur tout et n'importe quoi. Mais rappelez-vous d'ailleurs, moi ce qui m'avait surpris, c'était sa soumission à la doxa concernant le Covid et le vaccin. Moi, ça m'a vraiment surpris de sa part, mais en fait, il s'était soumis au système. Voilà. Et donc, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais à mon avis, s'il a un autre contrat, il sera beaucoup plus prudent. Voilà. Ok, alors on a 2 intervenants avec nous sur TikTok. Salam alaikum John, salam Sami. Salam alaikum, alaikum salam. Bonsoir, Monsieur Cohen. Bonsoir. Moi, Monsieur Cohen, concernant Guillaume Meurice, il y avait déjà eu l'exemple de Maurice Siné, qui avait été le dessinateur de Charlie Hebdo, qui avait été dégagé de Charlie Hebdo suite à un dessin caricatural concernant le fils de Nicolas Sarkozy. Exactement. Il avait déposé plainte et il avait obtenu la condamnation de Charlie Hebdo grâce justement au principe de la liberté d'expression. Et je pense que Guillaume Meurice, il pourrait également traîner devant la justice, devant les tribunaux, justement pour l'exercice de son droit à la liberté d'expression, droit à la satire exactement. Et vous avez parlé aussi de ce double, en fait, de cette hypocrisie, c'est-à-dire qu'on peut taper sur les musulmans, on peut taper sur les chrétiens, mais on ne peut pas taper sur la communauté juive ou tout ce qui concerne Israël. Et le cas de Zineb El Razaoui. Zineb El Razaoui n'a jamais eu des mots assez durs contre l'islam. Elle avait même écrit mort à l'islam. On lui avait décerné le prix Simone Veil pour toutes ces horreurs qu'elle avait dit sur la religion musulmane. Était érigée en héroïne de la France. Et Zineb El Razaoui, dernièrement, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que l'armée israélienne était barbare. Et là,
là, le tollé que ça a suscité, on lui a demandé de rendre son prix Nobel, son prix de Simone Veil. Oui. Elle est devenue aujourd'hui une paria de la vie politique. Elle n'est plus invitée, on lui a tourné. Voilà. Aujourd'hui, moi, M. Cohen, la question que j'aimerais vous poser, c'est concernant le RN. Le RN, durant tout son passé, il avait une cible qui était, à l'époque, l'ancien RN de Jean-Marie Le Pen, c'était l'État sioniste. Aujourd'hui, c'est les musulmans, c'est les Algériens. Bon, les Algériens, pourquoi? Parce qu'ils prennent position pour la Palestine. Comment se fait-il aujourd'hui que le RN ait changé comme ça de cible? Et comment ça se fait aussi que les républicains, justement, eux aussi, aujourd'hui, il y a eu la déclaration de Bellamy qui a dit au deuxième tour, bien sûr que je voterai pour le RN plutôt que le Front populaire. Comment se fait-il aujourd'hui que ces partis-là aient été infiltrés? Non, c'est en fait, à partir des années 80, il y avait encore une liberté. Je vous rappelle une chose extraordinaire. Au début des années 80, comment il s'appelle oh zut, le négationniste, entre guillemets, hein, le célèbre. Hein? Morisson. Voilà. Il écrivait dans Le Monde. C'est-à-dire, Le Monde lui ouvrait ses colonnes pour discuter. Après tout, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est tout à fait naturel de parler. C'est quoi les chambres à gaz? Est-ce que c'était faisable, etc. Il avait écrit dans Le Monde. Et c'est là où, après, c'est là où on s'est rendu compte oula, attention. Et donc, en fait, il y avait une très grande liberté d'expression dans les années 70-80 en France. C'est à partir des années 80 qu'on va commencer à prendre des lois et à établir une espèce de chape de plomb. Tout à l'heure, j'ai cité Jacques Chirac, dont le B'nai Brit a exigé qu'il fasse la promesse de ne jamais cohabiter avec le Front National. Bon. Et donc, en fait, regardez aujourd'hui, moi, ce qui me frappe, c'est que quand j'écoute les médias, pas de droite classique, j'écoute pas j'écoute pas les informations ni sur BFM, etc. Mais j'écoute des médias alternatifs parce que ils ont eu sur l'Ukraine et sur le Covid, ils ont eu des positions courageuses. C'est uniquement chez eux qu'on pouvait entendre un discours alternatif. Mais par contre, ils sont tétanisés en ce qui concerne Israël. C'est-à-dire qu'ils ont fait écho. Aujourd'hui, moi, ce qui me frappe, c'est que comment des gens, quand ils parlent de Mélenchon ou de LFI, ils ajoutent l'adjectif antisémite. Mais c'est complètement aberrant. Mais ils n'ont absolument. Enfin, c'est vraiment hallucinant. Mais il y a une telle chape de plomb, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas besoin, pour répondre à l'intervenant, c'est que le lobby a fait propager l'idée qu'il vaut mieux adopter le discours dominant concernant Israël. Voilà. Et donc, de même, c'est ça la meilleure autocensure. Le meilleur contrôle de la pensée, c'est quoi? C'est l'autocensure. On ne va pas punir Bellamy, ni Toxin, ni Radio Courtoisie, etc. On n'a pas besoin. Il suffit qu'ils sachent que, attention, il y a un flic. La psychanalyse dit qu'on a un flic dans la tête, mais moi je dirais que en France, on a un flic suprême qui vous tape sur la tête et vous sur les doigts et qui vous dit attention. Et donc, tous les politiques, ils n'ont même pas besoin d'être rappelés à l'ordre. Ils ont intégré d'eux-mêmes cette soumission au sionisme et cette absence de critique. Et donc, ils vont au-devant, comment dire, des desiderata du CRIF et du lobby.
Voilà, c'est ça qui explique cette attitude. Allez, tu peux y aller, vas-y. Oui, je disais, je suis originaire de la ville de Vénissieux, la ville où est partie la marche pour l'égalité des droits et des chances, que ça a été repris par les journalistes sous le nom de la marche des beurs. Oui. J'ai rencontré le père Christian Delorme qui avait organisé cette marche avec des grands de mon quartier, mes grands frères, Toumi Djedja notamment. Et ils m'ont dit que lorsqu'ils sont arrivés à Paris, ils ont été reçus par François Mitterrand. Beaucoup d'entre eux portaient des chèches autour du cou. C'était des chèches de couleur noire et blanche qui ressemblent beaucoup aux chèches que portent les Palestiniens lors de l'intifada ou lorsqu'ils manifestent. Et oui. on leur a demandé d'enlever ces chèches lorsqu'ils ont été reçus par François Mitterrand. Il y a eu, le père Christian Delorme m'a dit qu'il y a eu des appels, qu'il y a eu des pressions de la part de l'État d'Israël directement auprès du président de la République à l'époque, qui était François Mitterrand, pour leur demander de retirer ces chèches parce que l'État d'Israël pensait que c'était une manifestation pro-palestinienne. Et Monsieur Cohen, aujourd'hui, est-ce que l'impact des drapeaux palestiniens qui ont été sortis à l'Assemblée nationale par LFI, est-ce que tout ça n'a pas provoqué en grande partie la dissolution et l'annonce d'Emmanuel Macron? Est-ce que tout ce symbole de l'État palestinien, de la cause palestinienne qui est rentré dans l'Assemblée nationale, est-ce que ça n'a pas fait un énorme mal à l'État d'Israël? Moi, je ne crois pas. Hein. Je suis désolé, depuis le début, depuis des mois, je ne partage pas ce point de vue. Moi, je suis convaincu, enfin, j'aimerais bien être démenti. Hein. Voilà, personnellement, j'aimerais que demain, ça soit différent ou qu'on m'apporte un démenti. Mais malgré tout ce qui se passe à Gaza, l'emprise sioniste sur la société française, sur les médias, sur la classe politique est énorme et colossale. Enfin, je veux dire, et c'est certainement pas ça qui a entraîné la dissolution, même si LFI a fait un score, disons, correct. Voilà, 9-10%, c'est correct. Mais ça n'a rien à voir. Je pense que malgré tout, il y a l'État français, en tout cas, grosso modo, l'establishment, arrive à contrôler 80% du flux médiatique et donc qui reste pro-israélien, ou en tout cas, tout à l'heure, j'avais parlé de l'antisémitisme qu'on accole à LFI et à Mélenchon. Mais c'est terrible. À force de le répéter, les gens vont finir par le croire. Certes, il y aura 10-15% qui ne vont pas le croire, ou 20%. Mais à mon avis, pour la majorité des gens, ou en tout cas de ceux qui font, qui imposent le narratif, c'est-à-dire les journalistes, les politiques, ceux qui ont droit à la parole, ils sont à une écrasante majorité, ils reprennent le narratif sioniste. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je pense quand même que la balance penche encore, enfin, ça se voit d'ailleurs, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, je la vois, penche nettement du côté israélien, malheureusement, mais c'est ainsi. Très bien, merci. Samy, tu peux rester avec nous. John, tu veux rebondir tout de suite ou plus tard? Bonsoir Henri, bonsoir. Ah. Là, vas-y. Ouais, là, on t'entend, vas-y. Je te disais non, tranquille, un peu plus tard. Ok, très bien, merci. Je vais pouvoir faire la transition avant de donner la parole à... Quoique non, il y a Baptiste avec nous qui est sur YouTube. Juste un petit commentaire.
juste un petit commentaire là. J'ai certainement quelqu'un qui est contradicteur, mais qui ne veut pas utiliser le lien pour monter. Donc, Monsieur Bérébi, vous venez polluer le chat. Je vous invite à venir intervenir avec nous si vous avez des contradictions ou des arguments contradictoires à apporter. Mais polluer le chat comme vous le faites, ce n'est pas intéressant. Je vais donner la parole donc à Baptiste qui est avec nous. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. 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 Je voulais rebondir sur l'intervention d'un des intervenants sur la question du Front National. Il faut Oui. bien comprendre quelque chose, c'est que le Front National a toujours été sioniste, mais comment dire, il a eu quelques velléités d'indépendance purement verbales comme Mélenchon aujourd'hui, quoi. Et moi, ma question fondamentale, c'est comment articuler la critique euh, du lobby en Occident pour faire comprendre aux masses qui sont pro-palestiniens que, en fait, le problème vient d'Occident avant tout et qu'on ne peut rien faire pour la Palestine si on libère pas l'Occident avant. Voilà. Oui, il y a un combat qui se déroule en France et c'est un combat national, interne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de liberté. C'est-à-dire, il n'y a pas de média, un grand média par exemple, je le vois mal, un grand média télévisuel ou papier ou hebdomadaire faire une une sur les massacres de Gaza. Voilà, c'est impensable. Pourquoi? Parce que, et justement, comme j'ai dit tout à l'heure à propos de Guillaume Meurice, je voudrais que dans les critiques qu'on fait ou qu'on fera de la société française et pourquoi la société française, grosso modo, en tout cas ceux qui tirent les ficelles, ceux qui ont du pouvoir, imposent un narratif pro-sioniste, c'est parce qu'il y a 4000 à 5000 sayanim en France. Voilà, je voudrais que ce discours, il faut qu'on explique aux gens pourquoi. Parce que les gens ne comprennent pas. Ils se disent, mais enfin, quand même, pourquoi les médias n'en parlent pas, etc. Donc, mais ils sont terrorisés par les 4000 à 5000 sayanim qui, depuis 65 ans, ont fait main basse sur les médias, sur l'édition, sur l'université, sur la politique, etc., etc. Voilà. Et si on dit ça, Pardon. si on dit ça aux gens, Pardon. si on dit ça aux gens, eh ben, il y aura au moins une explication rationnelle de ce qui se passe, une explication objective. Et on pourra même diaboliser ces sayanim, leur dire, vous savez qu'une grande critique qu'on faisait aux Juifs à une époque, lorsque l'antisémitisme était admis, voilà, jusque dans les années 40 et avant, l'antisémitisme était admis. On se posait la question de la double allégeance. Est-ce que le juif pouvait être un patriote sincère, par exemple s'il est français, s'il est américain, etc., ou s'il avait une autre allégeance, autre, religieuse ou nationale avec Israël, etc. Et c'est ça le problème avec ces sayanim, c'est qu'on peut se poser la question, ce fameux député par exemple, est-ce qu'il est réellement français? Je n'ai pas envie de citer son nom, mais tout le monde sait de qui je veux parler. Est-ce qu'il est réellement français? Est-ce qu'il défend? Il est au Parlement français, mais est-ce qu'il est français? Voilà. Moi, personnellement, j'aurais voulu, c'est pour ça que j'insiste sur cet aspect-là, j'aurais voulu que ceux qui critiquent, qui ont une voix, soit par YouTube, soit parce qu'ils sont sur Twitter ou sur TikTok, etc., posent le problème de ces sayanim, ça veut dire de ces agents du Mossad, qui en principe sont français, mais qui travaillent pour Israël.
C'est la République qui travaille pour Israël dès le début, mais en fait, j'avais une question, une deuxième question par rapport à la géopolitique entre l'Ukraine et l'entité sioniste. Est-ce que vous pensez pas, Monsieur Cohen, que la guerre d'Ukraine est aussi faite pour faire de la place au cas où Israël perd du terrain au Moyen-Orient et qu'il puisse se rapatrier en Ukraine vers la terre-mère en vérité, parce qu'ils viennent de là-bas, quoi. Donc voilà. Enfin, personnellement, je ne crois pas. Ils viennent de là-bas, ils sont venus de là-bas dans les années 20, 1920. Donc, euh, l'écrasante majorité d'Israéliens, d'abord, il y a la moitié qui viennent des pays arabes, la moitié d'Israéliens. Donc, ils n'ont aucun lien avec l'Ukraine. Ne leur parlez pas d'Ukraine. Voilà. Si ces gens-là devaient quitter Israël un jour, ils retourneraient probablement dans des pays arabes, dans des pays méditerranéens, la Turquie, enfin, ou l'Italie, ou le Portugal, ou le Maroc, enfin, j'en sais rien. Et puis, il reste la moitié ashkénaze, c'est-à-dire d'Europe. Mais les trois quarts de ces gens-là, c'était leurs arrière-grands-parents qui étaient venus d'Ukraine ou de Russie. Donc c'est fini ce lien. C'est un lien historique, mais qui date d'un siècle quand même. Voilà. Et donc, moi, je ne vois pas du tout, moi, je ne les vois pas. Il y aura peut-être je ne sais pas moi, il y a 8 millions d'Israéliens juifs, ou 7 millions. Il y aura peut-être 50 000 qui iront en Ukraine. Donc, vous voyez bien que, enfin, si jamais. Donc, moi, je crois pas, je ne crois pas beaucoup à cette hypothèse-là. Très bien, merci M. Cohen. Baptiste, vous avez une autre question peut-être ou je vous laisse Une toute dernière par rapport à la gauche et au soi-disant soutien pro-palestinien de la gauche. Qu'est-ce que vous pensez du lobby LGBT qui s'active radicalement, en tout cas une partie, pour la Palestine? Est-ce que vous pensez que c'est les contradictions systémiques du système ou c'est une volonté intrinsèque de LGBTiser la cause pro-palestinienne pour que la droite se dise en fait être pro-palestinien c'est un truc de woke? Non, je crois qu'il y a des gens sincèrement pro-palestiniens, c'est-à-dire, vous savez, je peux peut-être vous étonner, mais la Palestine était très, très soutenue dans les années 70, 80. Il y avait une majorité Bien sûr. pro-palestinienne en Europe. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des grands écrivains comme Jean Genet, etc. Enfin, la Palestine avait le vent en poupe. Et donc, il y avait une. Pourquoi? Parce qu'il y avait le lobby sioniste n'était pas aussi prégnant en Occident. Et il n'avait pas besoin d'être aussi prégnant. Aujourd'hui, il étouffe quasiment toute expression contraire. Bien sûr, elle arrive. Non, je pense qu'il y a des gens bon, qui sont LGBT, c'est leur problème, mais qui, qui sont, voilà, qui défendent un peuple qui est en train de se faire massacrer en direct. Voilà, je pense que c'est tout à fait naturel. Très bien, merci Baptiste. Vous pouvez, je vous laisse en bas dans le sas et puis si vous voulez remonter, faites un signe. Vous avez le chat privé pour voilà. Monsieur Cohen, il y avait plusieurs réactions sur le chat, mais je vais quand même envoyer la petite vidéo concernant les élections, donc où on a vu bien sûr un résultat. Comment dirais-je, qui a suscité beaucoup de réactions et la réaction même du président qui a donc dissous l'Assemblée nationale. Et donc, il y a des tractations en ce moment pour justement des alliances voilà, pour les échéances à venir du 30 juin et du 7 juillet. Donc, je vous montre cette courte vidéo et on va la commenter juste après.
Alors. Et j'ai envie de vous poser la question, au second tour, entre Macron et Le Pen, vous choisissez qui? Je ne voterai jamais Marine Le Pen. J'ai toujours eu comme adversaire, et c'est pour ça que je fais une différence, et j'avais répondu aussi de la même façon à cette question. Le Front National, le Rassemblement National est historiquement l'adversaire, voire l'ennemi de la famille gaulliste, pour des raisons historiques qui plongent leurs racines très loin d'ailleurs. Et selon vous, Éric Zemmour aujourd'hui ne va pas plus loin que le Rassemblement National? J'ai toujours eu comme adversaire, dans toutes les élections, j'ai gagné, je crois, 8 élections au suffrage universel direct, 3 fois député, 5 fois conseiller départemental. J'ai toujours eu comme adversaire le Rassemblement national. Éric Zemmour va beaucoup plus loin. Le grand remplacement, c'est Éric Zemmour, c'est pas Marine Le Pen. Le grand remplacement, c'est France Stratégie, qui dépend de Matignon, qui dit que la population française change. Donc si on veut pas voir les choses, comme disait Peggy, l'important c'est de dire les choses, mais c'est de les voir aussi. Il y a un changement de population. Vous l'appelez comme vous voulez. Vous pouvez mettre du politiquement correct, mais il y a des études scientifiques. Lisez l'étude de France Stratégie. C'est pas parce qu'Éric Zemmour dit des vérités qu'il faut, de façon un peu ridicule, dire l'inverse. Moi, quand quelqu'un dit qu'il pleut, je vais pas, pour faire plaisir aux commentateurs, dire qu'il fait soleil. Parce que la pluie, les Français s'aperçoivent qu'elle mouille. Alors, Monsieur Cohen a disparu. Je le remonte. Voilà. Monsieur Cohen, vous avez pu voir la vidéo ou pas du tout? Oui. D'accord. Bon, c'était pas tout à fait celle-ci. Je voulais vous montrer Bon, c'était Éric Ciotti, mais je voulais vous montrer en fait quand il disait qu'il ne voterait jamais donc pour le RN, et là qui fait une alliance aujourd'hui avec le RN. Voilà, c'était plutôt celle-ci que je voulais montrer. Je me suis trompé de vidéo. Bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que vous pensez justement de cette décision de Ciotti de rallier justement le RN pour les élections? Quelles que soient mes sympathies, elles ne vont pas dans cette direction-là. Mais de toute façon, en général, moi, les hommes politiques, mais en tout cas encore moins eux que d'autres. Mais bon, mais pour moi, il a eu le courage de sortir du piège tendu par Mitterrand en 1984-5 et qui a étouffé la droite. Voilà. C'est-à-dire qui a empêché. C'est un coup de génie, c'est machiavélique. Et la droite, on disait que de la droite française qu'elle était la plus bête du monde. Et on peut ajouter qu'elle était la plus conne du monde. Voilà. Et donc, il suffisait de dire RN et ça y est, alors que franchement, si le Front National avait, c'est-à-dire, en fait, c'était quoi le truc de Le Pen? C'est qu'il faisait des jeux de mots, disons, de mauvais goût, si on veut. Bon, comme le détail, etc. Bon, c'était de la provocation. Bon. Mais en fait, dans une société ouverte, on aurait pris ça pour la liberté, enfin, comme la liberté d'expression, la liberté d'insulter, la liberté de dire des conneries. Voilà, mais en France, on a décidé, c'est ça la diabolique de Mitterrand. C'est-à-dire, en même temps de faire monter, vous savez comment le Front National, pour les plus jeunes, je vais vous dire comment Mitterrand a fait monter le Front National. Le Front National faisait 2%. Bon. Et il était boycotté par les médias, enfin, etc. Bon. Et Mitterrand a demandé à France 2 d'inviter Le Pen dans la plus grande interview, je crois que ça s'appelait L'heure de vérité, je crois. Et comme Le Pen est un débatteur hors pair, il a le sens de la formule, etc., il est passé et il est arrivé tout à coup, son score est monté à 10%. Voilà. Et donc, mais en même temps qu'on le montait, on le diabolisait. C'est-à-dire qu'on disait, attention, vous ne pouvez pas vous allier avec lui.
Et donc, finalement, c'est ça le piège diabolique de Mitterrand. Et donc, on a enlevé à la droite une partie quasiment de 10 à 15% à chaque élection qui ne pouvaient pas voter pour elle. Mais finalement, le RN d'aujourd'hui n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, il a donné. Ils ne font plus de jeux de mots. Disons, ils ne cessent de dire qu'ils sont pour Israël, qu'ils respectent l'Holocauste. Enfin, ils donnent tous les gages possibles et imaginables. Mais le système, il a intérêt à garder, comment dire, cette fraction diabolisée. À chaque fois qu'il y a une élection contre, par exemple, Macron, il a tout fait, il a éliminé, grâce à la complicité de la justice, il a éliminé François Fillon. Et en 2017, à partir du moment où il a éliminé François Fillon, c'était un jeu d'enfant de gagner contre Marine Le Pen. Il suffisait de dire non au fascisme. Voilà, bon. Et donc, mais aujourd'hui, ça paye de moins en moins. Et encore, regardez, moi, personnellement, je suis tout à fait, je défends Ciotti. Il a tout à fait raison de dire qu'il peut s'allier avec le RN. Il n'y a aucune raison de le diaboliser. Et que si on veut gagner, s'ils veulent gagner, il faut passer par là. C'est quoi cette interdiction pourquoi les autres, regardez le bilan de Macron associé à Sarkozy et à Hollande. C'est une catastrophe. Pourquoi empêcher la France d'avoir un gouvernement du RN? Encore une fois, bon, je le dis, mais j'espère qu'ils ont compris que moi, je n'ai pas du tout, je ne défends pas nécessairement un gouvernement. De toutes les façons, pour moi, personnellement, je suis un nanar qui pense que tous les gouvernements se valent. Voilà. Mais je ferme la parenthèse. Mais pourquoi empêcher les Français de choisir un gouvernement? Ils peuvent bien essayer. Pourquoi on les empêche? Regardez comment on lance les loups, les chiens à la chasse contre Ciotti et contre tous ceux qui osent se rebeller. Monsieur Cohen, il y a quand même une contradiction assez énorme par rapport au second tour des présidentielles. C'est-à-dire à l'époque, on aurait pu faire barrage à Macron en votant le RN. Et aujourd'hui, on veut faire une alliance avec le RN. Vous voyez ce que je veux dire? Non, enfin, je ne vois pas. C'est-à-dire, en fait, je ne vois pas. Ce que vous pouvez vous expliquer un peu mieux parce que ce que je veux dire par là, c'est que au présidentiel, au deuxième tour, on avait bien Marine Le Pen. Oui. Voilà. Donc, pour ceux qui aujourd'hui veulent se rallier avec le Rassemblement national, à l'époque, ils ne l'ont pas fait pour justement essayer de faire basculer la balance du côté du Rassemblement national. C'était le seul moyen qu'il y avait pour faire tomber Macron à l'époque. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Bien sûr. Parce que, vous savez, il suffit qu'il y ait, mettons, 5 à 10% de Français il y a des gens, moi j'en connais peut-être 2 ou 3, qui étaient viscéralement anti-Macron. Mais ils ne pouvaient pas voter RN. Pourquoi? Parce que ça fait 20 ans qu'on leur dit ce sont des fascistes. C'est-à-dire que s'ils arrivent au pouvoir, ça va être les SS. Demain, ça va être l'étoile jaune, ça va être. Enfin, je ne sais pas. Eh bien, il y a des gens qui croient. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais il suffit qu'il y ait 5 ou 10% de Français qui ont cette conviction, et d'ailleurs, on les entend, hein, ils le disent. Et finalement, c'est confortable pour Macron,
pour les autres, pour les de gauche, parce qu'ils savent qu'on peut annihiler 20%, 30% des Français. Et c'est pour ça que le système, il est vent debout contre Ciotti. Parce que le système a besoin de ce repoussoir qui empêche d'arriver à un gouvernement populaire, populiste, nationaliste, qui a le droit, comme n'importe quel autre parti, d'arriver au pouvoir et d'essayer sa politique. Voilà, il n'y a aucune raison d'empêcher, par une propagande atroce, terrible, je veux dire, vous savez, les médias s'acharnent contre Ciotti, c'est comme s'il avait mis un uniforme nazi, quoi. Voilà. Très bien. Merci, M. Cohen. Avant de donner la parole sur TikTok, il y avait un commentaire qui était apparu sur le chat. Et en plus de ça, vous avez parlé de Mitterrand. Donc, il y avait une question. Est-ce que Jacques Attali, selon vous, est le président de l'ombre depuis Mitterrand? Enfin, le président de l'ombre, c'est un peu beaucoup. Disons qu'il fait partie. Il y a peut-être 50, 100 personnes en France qui décident, enfin, qui influencent. Et il y a d'abord, il y a les grands banquiers, il y a les grands industriels, il y a les grands publicitaires. Il y a pas que, il y a ceux qui ont les médias, il y a Bouygues, il y a, enfin, je sais pas, il y a Bolloré. Donc, à mon avis, il y a, vous savez, pendant la Troisième République, on parlait les 120 familles. C'est-à-dire, on parlait des 120 familles qui gouvernent la France. Donc, les industriels, les banquiers, etc. Donc, je ne crois pas qu'un personnage comme Attali, non, mais il doit faire partie, disons, de cet aéropage qui a de l'influence. Il peut y avoir de l'influence politique, économique, industrielle, médiatique, et lui, c'est plutôt une influence littéraire, politique, médiatique. Voilà. C'est-à-dire que il rencontre des gens tous les jours, et donc par le jeu d'influence, il a pu, par exemple, comme lui et un autre dont j'ai oublié le nom, qui est très peu, qui est très peu publié, comment dire, on n'en parle pas beaucoup, mais il joue beaucoup dans l'ombre. Bon, j'ai oublié son nom. Et voilà, ce sont des gens de l'ombre qui ont de l'influence. Mais il n'est pas du tout, on ne peut pas dire qu'il est président. Je veux dire, quand vous avez, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé du président de Publicis, il a une influence extraordinaire, ce type, par exemple. Il contrôle plus de 50% du marché publicitaire. Donc, il a du poids. Voilà. Oui, mais il a quand même un rôle, parce qu'il est là depuis Mitterrand. Oui, oui, mais je ne dis pas le contraire. Mais on ne peut pas dire c'est lui qui tire toutes les ficelles. Voilà. J'ai dit qu'il fait partie de ce groupe, peut-être d'une centaine de personnes ou 200 personnes, qui soit par, voilà, enfin, je sais pas, il y a Bouygues est important, Bouygues. D'accord, donc on est d'accord, ces personnes-là qui sont en dessous, qu'on ne voit pas trop, ils ont une certaine influence et on voit qu'ils sont là depuis un moment. Donc, c'est les mêmes qui gouvernent en gros. Bien sûr, voilà, c'est les mêmes. Voilà, par exemple, mettons, ce matin, j'écoutais un reportage sur l'autoroute A69, bon, qui est quasiment un cadeau, comme la privatisation des autoroutes. Ben voilà, ce sont des cadeaux qu'on fait parce que on ne peut pas faire autrement, parce qu'on est soumis à des pouvoirs économiques importants et qu'on doit leur faire des cadeaux au détriment du peuple. Voilà. Donc, je trouve que le fait d'extraire Jacques Attali comme s'il avait vraiment un pouvoir déterminant, je ne crois pas, mais il participe. Voilà, c'est ce que voilà, à mon avis.
Très bien. Alors, Marois, tu es avec nous sur TikTok. Est-ce que tu veux prendre la parole? Alors, Oui, bonjour. bonjour. Bonjour, monsieur Cohen. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, Bonjour. oui, effectivement, donc, pour parler politique et de la situation actuelle, moi, j'avais juste une question et j'aimerais avoir votre avis concernant justement la dissolution de l'Assemblée nationale qui a été, donc, c'est une décision du président de la République. Mais cette décision a été prise avant les Jeux Olympiques, pardon. Et je voulais Oui. savoir, est-ce que vous ne voyez pas en ça une stratégie ou quelque chose peut-être d'audacieux venant de la part du président? C'est-à-dire, si je peux, enfin, c'est difficile de décrypter l'action de Macron, mais ce qu'on sait, c'est que c'est un peu, ça veut dire que il est dans une stratégie, ou le chaos. Voilà. Il n'en a rien à fiche de la France, il n'en a rien à fiche des Jeux Olympiques. Et c'est comme il est un peu un psychopathe, un enfant gâté qui est contesté, qui n'aime pas être contesté. Alors il dissout, et alors qu'il ne laisse, contrairement, enfin, il aurait pu dissoudre en septembre, après tout, s'il veut vraiment redonner la voix au peuple, que les partis politiques se préparent, que les Jeux olympiques passent, alors que là, il le fait dans la précipitation, exprès d'ailleurs. C'est pour semer le chaos et tirer profit. Or, il a vraiment, vous savez, ce qu'on appelle l'apprenti sorcier, c'est-à-dire on peut arriver à une situation difficile après le 7 janvier, après le deuxième tour. Il n'y aura pas tous les ministres, notamment le ministre de l'Intérieur, qui contrôlait la sécurité aux Jeux olympiques, tous les ministères qui s'occupaient ne seront plus là. Il va y avoir d'autres personnes. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais on ne peut pas dire que Macron n'a pas pensé à ça. Mais à mon avis, il n'en a rien à fiche. Voilà. C'est quelqu'un qui... c'est ça qui est terrible. On est arrivé à une classe politique, en tout cas lui, il l'exprime très bien, il la personnifie très bien, c'est que vraiment, le destin de la France, ils n'en ont rien à fiche. Voilà. Et ça, c'est dramatique. C'est-à-dire, on pense plutôt, il y a des petits intérêts personnels, de vengeance. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ça, Van der Leyen a vendu la mèche dans un journal allemand il y a 2-3 jours. Macron lui avait dit, en tout cas c'est ce qu'elle prétend, qu'il allait dissoudre et qu'il va créer le chaos tel, il va mettre le RN dans une situation impossible et que donc ça sera fini pour lui en 2027, il ne pourra plus se présenter. C'est-à-dire que c'est un président qui est capable de mener des politiques complètement contraires à l'intérêt de la France, à l'intérêt des Français, pour sa petite gloire, pour sa petite personne. Et je ne suis pas le seul à le dire, d'ailleurs. Enfin, il y a beaucoup de commentateurs qui l'expliquent comme moi ou mieux que moi. Et c'est vraiment, c'est terrible pour le destin de la France d'avoir un gamin quasiment qu'un psychiatre italien en 2017 qualifiait déjà de psychopathe. Voilà. Voilà. Alors, merci, M. Cohen. Il y a Ali qui est avec nous. Boumaillé, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, M. Cohen. Bonsoir. C'est un plaisir de vous écouter. Moi, j'avais une question, parce que moi, j'ai l'impression, j'écoute un peu les spécialistes qui parlent du monde politique, et moi, je suis quelqu'un qui est un peu sensible au discours de M. Asselineau,
qui explique que de toute façon, tant qu'on est dans l'Union européenne, on a un peu du Mali. En fait, j'ai l'impression que peu importe qui on met au pouvoir, il appliquera les décisions de Bruxelles. Et qu'est-ce que vous en pensez de... Il a parfaitement raison. Sauf que malheureusement, le problème, c'est quoi? Asselineau, il a un melon gros comme ça. Voilà. Et c'est ça le drame. Voilà. Il y a un ego colossal. Voilà. Lui, il se prend pour De Gaulle et il croit que, comme De Gaulle, il a été rappelé en 58 pour sauver la France, on va lui dire Asselineau, viens nous sauver. Et malheureusement, Asselineau est un mec très intelligent qui fait des analyses brillantes et pertinentes que j'écoute avec beaucoup d'intérêt. Voilà. Malheureusement, ce type-là, d'ailleurs, j'ai fait un commentaire le lendemain des élections. Il sait, enfin, il n'est pas bête. Ça fait, à chaque élection, il a 1%. Bon. Il ne va pas y avoir un miracle. Voilà. Donc, il va faire 1%. Or, il y a en France un capital identitaire, nationaliste, indépendantiste, souverainiste, populiste très important. Regardez comment en 2005, 55% des Français ont voté contre le traité européen. Mais malheureusement, tous les partis politiques institutionnalisés, ils ont la trouille regardez le RN. Il a changé lui aussi son discours. Avant, il était souverainiste. Mais il a compris que ça ne marchait pas. Voilà. C'est-à-dire qu'on lui a fait comprendre que c'est un discours qui ne mènera pas très loin. Et donc, le problème avec le discours souverainiste, c'est qu'il est parcellisé. Regardez, il y a au moins une dizaine de listes. Les gens pensent qu'il y avait seulement Asselineau et Philippot. Pas du tout. Il y avait Kuzmanovic, il y avait Éric Ferrag, il y avait bon, les noms m'échappent, mais il y avait des personnalités très intéressantes qui ont des discours vraiment intéressants. Mais ces gens-là, ils ont fait 0,5% chacun ou 1%. Pourquoi ils n'ont pas créé un mouvement unique qui aurait agrégé? Moi, par exemple, j'avais dit, moi, je n'ai pas voté, mais s'il y avait un mouvement souverainiste ou indépendantiste, appelons-le comme on veut, ben j'aurais voté et j'aurais fait de la propagande pour. Mais là, ça ne servait à rien d'aller voter pour X ou Y. Mais c'est Asselineau qui ne voulait rien savoir d'une union. Même à la limite, on ne voulait même pas une union. On voulait juste que les gens se mettent ensemble. Après, ils sont élus et chacun a son destin à part. Mais même ça, il ne le voulait pas. Voilà. Lui, il disait, mais regardez-le à la télévision. Moi, je l'écoute avec intérêt, mais il me débecte, ce type. Il me débecte. Il se prend pour un prophète, pour un De Gaulle. Il est imposant, il est, comment dire, je ne sais pas, enfin bon, je n'ai pas envie d'utiliser des adjectifs, mais l'UPR, c'est un mouvement il y a 20 000, 30 000 membres. Comment ça se fait qu'on n'entend que lui? Pourquoi on n'entend que lui? On ne voit que lui. Mais bon Dieu, il est incapable de dire à quelqu'un du Bureau national, une spécialiste de l'environnement, de l'économie, de la finance, viens, fais une vidéo au nom de l'UPR dans ce domaine. Pas du tout. C'est lui. Voilà. Et je l'ai entendu 10 jours avant les élections. Il disait, moi, je ne partage pas. Si quelqu'un veut venir chez moi, il vient. Sinon, rien du tout. Voilà. Donc, et voilà, malheureusement, le discours, moi, je n'arrive pas vraiment à comprendre.
quand on est un politique, c'est compréhensible. C'est ça le drame. Vous savez, un politique, c'est quelqu'un qui défend des idées, mais il fait surtout de la politique. Voilà. Et donc, quand on a envie d'être un chef, eh ben, on perd le sens de la raison. C'est-à-dire que tous ces gens qui sont souverainistes, qui ont vraiment, enfin bon, j'ai oublié la liste, mais j'ai cité 4 ou 5 listes, ils sont tous intéressants, mais chacun voulait avoir sa liste. Alors que c'était complètement ridicule. Comment ils pouvaient imaginer qu'ils allaient faire plus de 1%? Eh bien voilà, on est dans la mélasse, pour ne pas dire autre chose, et c'est triste. Et malheureusement, Asselineau, il est reparti pour un tour, et donc on va voir que lui, pendant 5 ans, il va encore nous imposer son physique de Bouddha, son savoir, il trône avec son savoir, son truc. C'est bon, voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Voilà. Voilà. Bon, on prend une dernière question. Alors, attendez, s'il vous plaît, attendez, parce qu'il y a pas mal de monde, Monsieur Cohen. Je crois que vous allez faire un peu de rap ce soir. il y a Dark Soul qui est avec nous sur YouTube. Et après, on essaiera de prendre encore une ou deux questions sur TikTok. Bon, voilà. Je vais essayer de faire court, allez. Allez-y, Dark Soul. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Cohen. Bonsoir, Farida. Bonsoir, toute l'équipe et tous les intervenants et auditeurs. Moi, ça va être très simple. Voilà comment j'analyse. Je suis pessimiste. J'aime mon pays. Enfin, j'aime mon pays comme il était auparavant. Ne pensez-vous pas que la stratégie de Macron, ce serait de créer un chaos, parce que là, des groupements pro-Israël, pro-Palestine, pro-machin, il y en a dans tous les sens. Hein. On se permet de brûler le drapeau français en traitant les gens d'antisémitistes et de fascistes. Bon, ok. Ne pensez-vous pas que Macron, quand il y aura le chaos et que ce sera ingouvernable, va démissionner, ce qui lui donnerait le droit. Donc, Attali nous avait prévu une jeune présidente, donc on voit se profiler l'histoire. Ne pensez-vous pas que il fait ça pour pouvoir se représenter derrière? Voilà. Alors, il y a effectivement, c'est une théorie qui est en train de circuler. Vu la lâcheté du Conseil constitutionnel qu'on a vu enfin, depuis des années maintenant, regardez qui a sa tête. Donc voilà, le Conseil constitutionnel, si on lui demande, si Macron lui dit je veux votre avis, est-ce que c'est constitutionnel que je démissionne et que je peux me représenter? Et les Français sont suffisamment stupides. Enfin, j'ai pas envie de dire comme ça. Voilà. Vous savez, les gens, ils sont pas cons. Voilà. Les gens, pris individuellement, ils sont pas stupides. Le problème, c'est quand ça devient le peuple qui vote, c'est-à-dire l'entité politique, lorsque le peuple français se met en position de voter. Et là, il perd ses moyens, il perd sa faculté d'analyse et il devient pusillanime. Il se dit finalement, avec Macron, c'est vrai, on ne sait jamais, le RN, c'est l'aventure. Il est capable, le peuple français, de voter encore pour Macron. Voilà. Le problème, c'est que aujourd'hui, dans l'Europe actuelle, en Occident, tous les politiques, ils n'obéissent pas, ils obéissent à des intérêts supérieurs. Regardez par exemple, tous les chefs d'État, tous les responsables européens sont prêts à sacrifier leur économie, leur société, leurs services publics au nom, par exemple, du combat contre la Russie, alors qu'ils n'ont rien à faire avec ça. L'Europe est entrée dans une situation de crise morale. Regardez par exemple le genre, les trans, l'enseignement dans les écoles, les sécurités sociales qui payent 100 000 euros pour une transition, alors qu'il n'y a même pas d'argent pour payer les congés maladie, etc.
Donc, on a des responsables au niveau européen qui ont accepté de s'aligner sur des directives venues du forum mondial, de Washington, de BlackRock, etc., qui détruisent leurs sociétés nationales. Et malheureusement, Macron, on est un champion. Et voilà, donc c'est sûr que s'il n'y a pas une secousse extraordinaire qui nous ramène vers des politiques qui respectent les intérêts nationaux, j'ai l'impression qu'on va encore dégringoler, mais il se peut. Vous savez, l'histoire n'est pas linéaire, elle n'est pas écrite dans un sens. Il y a des chances qu'il y ait un soubresaut, et d'ailleurs on assiste peut-être à un début de soubresaut en Europe. On le voit en Allemagne, on le voit en Autriche, on le voit en France, on le voit en Angleterre. Donc, il se peut qu'il y ait ce soubresaut qui chasse ces politiques qui ont sacrifié le destin de leur pays pour une idéologie mondialiste. Ah, alors attendez, je ne sais pas si elle voulait réagir, je la remets. Dark Soul. Oui, moi je pense que de toute façon, à partir du moment où un président de la République, dans notre Constitution, ne finit pas son mandat par démission, on lui donne le droit à se représenter un troisième mandat. Et moi, je pense qu'il va mettre la petite jeune, là, comment ça s'appelle, Marion, dans la merde et qu'il repassera derrière parce que les gens se diront collectivement, sans cognitivité, finalement, c'était moins pire avant. Voilà. Ouais, je pense que... comment dire, c'est aussi une éventualité. Oui. Alors, merci Dark Soul, je vais devoir vous redescendre. Merci, merci tout le monde. Merci, au revoir. Bonsoir. Alors, sur TikTok, j'avais John Doe et après, ce sera Samy. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'observe un peu la situation politique en France. C'est vrai que c'est très tendu. C'est prémédité, je pense, parce que la décision est trop abrupte pour être non réfléchie. En fait, on dit que c'est pas réfléchi, mais je pense que c'est réfléchi. Et je me demande si dans les starting blocks, alors c'est pour ça que j'aimerais votre éclairage, vu la soumission au World Economic Forum, justement, de la plupart, parce que là, j'ai entendu le grand gourou, là, monsieur, là, comment il s'appelle moi, je ne me rappelle plus son nom, mais bon. Il disait que la grande majorité, en fait, des dirigeants et de l'appareil politique étaient, en fait, ici des young leaders. Et donc, il disait, en fait, ils ont un agenda. Et donc, je me demande là s'ils ne préparent pas une guerre civile en France, hein, très, très certainement, je pense, pour pouvoir mettre les compteurs à zéro, j'allais dire, et mettre en place une société de contrôle. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, s'il vous plaît, monsieur Cohen? Oui, mais ça, que tous les dirigeants européens et nord-américains viennent de la même matrice des young leaders et qui obéissent à un certain agenda. D'ailleurs, on l'a vu avec le Covid, la vaccination, la guerre en Ukraine. Enfin, je veux dire, c'est complètement irrationnel de voir des pays européens dépenser des dizaines de milliards chacun pour une guerre qui ne les concerne pas, alors qu'on peut l'arrêter en signant un traité convenable. Donc, ils obéissent à un agenda qui appauvrit leur peuple, leur population. Dans quel but? Probablement qu'il y aura... il y a aussi le contrôle, en les appauvrissant. Il y a le contrôle avec, par exemple, les voitures thermiques, une manière de les contrôler. Les voitures qui peuvent pas, les villes de 15 minutes, la monnaie numérique, l'identité numérique, les passes, etc. Donc, c'est vrai qu'on va vers cette société de contrôle et tous ces dirigeants obéissent à un programme qui est fixé par des gens qui ont des objectifs particuliers, effectivement. Alors, très bien, merci. Bon,
la dernière, ce sera la dernière. Merci. Merci à toi, John. Joe, pardon. Il y avait une question que je voulais vous passer sur le chat, c'était donc justement la dissolution. Est-ce que c'est pas justement mettre le RN à la tête de la France et lui, donc Emmanuel Macron, président de l'Europe? Non, mais de toute façon, président de l'Europe, ça sera pour 2027. Et je ne crois pas que Macron, il aime trop le pouvoir. Voilà. Et il n'y a rien qui le fera partir, à mon avis, sauf si on lui offre le président de l'Europe, mais elle est prise. Et il aime trop le pouvoir, pas du tout pour faire quelque chose pour la France, mais pour satisfaire son, je sais pas, ses désirs. C'est un psychopathe, hein, c'est un malade. Voilà. Et est-ce qu'une destitution est possible? Ah non, mais non, regardez par exemple, non, le problème c'est quoi? Regardez la lâcheté des députés, hein, et les filles RN. Pourquoi ils n'ont pas lancé une campagne de destitution? Vous savez, il faut 58 députés. Il suffit d'avoir la signature de 58 députés pour entamer une procédure de destitution. Mais ils ne l'ont jamais fait. Parce que ils n'ont pas intérêt. En fait, tous ces partis aiment le pouvoir aussi. Il ne faut pas croire que, vous savez, le RN n'est pas... voilà, il a envie d'exercer le pouvoir pour le pouvoir. Et donc, il fera... Bon, ils ne seront peut-être pas aussi cyniques que Macron. Et encore, enfin, on ne sait pas, on les verra à l'œuvre, hein, si jamais ils arrivent. De toutes les façons, même s'ils arrivent, ils n'auront pas la majorité absolue. Macron a beaucoup de pouvoir, le Conseil constitutionnel a du pouvoir, l'Europe a du pouvoir. Quelle est la marge de manœuvre du RN? Elle sera faible, et donc il fera la démonstration. Vous voyez, avec le RN, rien ne marche, et donc finalement, il pourra faire un an après une autre dissolution. C'est malheureusement le problème, comme j'ai dit tout à l'heure. Ces politiques ne sont pas mus, enfin, ces politiques, Macron n'est pas mu par l'intérêt national, voilà, malheureusement. Très bien, merci. De la France et de la santé des Français. Et donc, ce qui l'intéresse, c'est son petit jeu qui le fait jouir, voilà. Très bien. Samy, c'est à toi. Très rapidement, merci beaucoup Altitude de me permettre de poser une dernière question. Merci Monsieur Cohen pour votre patience et votre disponibilité. Moi, Monsieur Cohen, j'ai beaucoup de mal avec le score du Parti socialiste, le score de Raphaël Glucksmann. Je suis surpris que le Parti socialiste renaisse de ses cendres aussi rapidement. En 2019, lors des dernières élections européennes, Raphaël Glucksmann, il a fait un score de 6,19. Aujourd'hui, il fait un score de 13,8. Je vais vous poser une question un peu provocatrice. Est-ce que c'est la présence de Emma Rafovics, qui est la fille du porte-parole de Tsahal, qui a permis de doubler son score? Non, c'est-à-dire que, voilà, Glucksmann, à mon avis, il a profité de ça aussi, mais pas seulement. Les médias lui ont ouvert, vous savez, il est devenu le chouchou des médias. Ça fait 3 mois que, voilà, vous savez, ça joue. Et donc, il a pris, il ne faut pas oublier que les Verts ont perdu pas mal. Donc, il a pris chez les écolos. Il a pris chez, comment dire, il a pris aussi chez le Renaissance, enfin, le parti de Macron. Et donc, il a un discours qui séduit une jeunesse. Quand je dis une jeunesse, ça veut dire des vingtenaires et trentenaires, voilà, des grandes villes. Les écolos, des gens qui sont pour l'Ukraine, des gens qui pensent, qui peuvent pas sentir le RN, etc. Et donc, avec les médias qui lui ont déroulé le tapis rouge, eh ben, ça a augmenté. Et avec la présence, le milieu sioniste aussi qui l'a aidé, et tout ça a fait qu'il a eu un score très, très intéressant. Voilà. Mais ce n'est pas le Parti socialiste. À mon avis, ça n'a rien à voir avec... Le Parti socialiste l'en a fait chef
Mais c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec le score. Si le Parti socialiste pouvait faire 14%, il serait aux anges. Voilà. Allez, une dernière, Monsieur Cohen, et on y va. Oh, allez. C'est sur YouTube, je suis désolé. Allez, elle vient de monter. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Cohen. Bonsoir, Altitude. Altitude, ça va? Tu planes pas trop? Non, ça va très bien. Par contre, si tu as une question, sois concise avec Monsieur Cohen, parce qu'on est en fin d'émission. Je te remercie. Oui. Moi, je suis parfaitement d'accord avec Monsieur Cohen. On a la même source d'information. Qu'est-ce qu'il en pense? Parce que Monsieur Cohen est parfaitement informé sur Klaus Schwab, le WEF, le World Economic Forum, mais il connaît certainement aussi Bilderberg. Et moi, je pense que toute la stratégie politique qu'on est en train de vivre, c'est surtout pour mettre Monsieur Édouard Philippe à nouveau pour les prochaines présidentielles, qui ne seront peut-être pas en 2027, mais déjà plus tôt, pour le propulser vers l'avant. Qu'est-ce qu'il en pense, Monsieur Cohen? De toutes les façons, à mon avis, j'ai toujours dit que, à moins d'un bouleversement qui est possible et souhaitable, moi personnellement, j'aimerais un vrai bouleversement qui change la donne, on dit renverser la table, voilà. C'est-à-dire vraiment changer du tout au tout. Eh bien, sinon, moi, j'ai toujours pensé que si c'est de toutes les façons, ce sont des gens interchangeables. C'est-à-dire Édouard Philippe, Attal, Darmanin, etc. Ils ne comptent pas tellement, en fait. Ils reçoivent leurs instructions des chefs qui sont installés à Bruxelles, à Washington, à Davos, etc. Donc, en fait, la personnalité importe peu. Enfin, la personne importe peu. La personnalité, oui. C'est-à-dire, Macron ajoute le fait qu'il est hystérique, paranoïaque. Bon, d'accord. Mais un autre aurait fait la même politique. Voilà, malheureusement. Et d'ailleurs, on voit ça en Europe. Donc, que ce soit Édouard Philippe ou un autre, enfin, ça ne changera pas vraiment quelque chose pour les Français. Voilà, ça sera toujours la même politique dictée ailleurs. Alors voilà. Monsieur Cohen, on arrive au bout. Un dernier petit mot. On avait parlé tout à l'heure de Attali. Et effectivement, là je viens de le voir dans un commentaire, mais effectivement, Attali avait parlé d'une femme qui serait présidente. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas? Ça donnera l'illusion au peuple français que ça change. Et Macron, pourquoi il a gagné, enfin, entre autres, il a gagné en 2017, parce que c'est ça le drame. Les peuples votent mal. Voilà. Les peuples votent mal contre leurs intérêts, contre leurs propres intérêts, parce qu'ils ont la trouille, parce qu'ils sont lâches, parce qu'ils sont pusillánimes. Donc, si on leur dit ah, il y a une femme, ou en plus, elle est mignonne, hein, et ils vont se dire ah ben finalement, pourquoi pas, etc. Mais c'est comme ça qu'on les attrape. Les attrape-nigauds. C'est comme ça, voilà, à chaque fois, on leur dit ah, vous n'avez pas aimé Sarkozy? Ah ben Hollande peut-être. Oh non, celui-là, il est jeune, il est beau, etc. Et pourquoi pas une femme? Mais ça sera le même système, et malheureusement, les gens se feront toujours prendre. Voilà. Bon. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Monsieur Cohen. Voilà. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ok, allez, bonne soirée à tous. Merci. Ciao. Bon week-end. Au revoir. Voilà, les amis, je vais juste clôturer sur les plateformes YouTube, Facebook, Twitter. Je salue tout le monde. Merci à tous pour avoir participé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Attitude, comme d'habitude. Vous avez le lien en description de la vidéo. Et puis, il y a toujours ce lien pour Nabila Kilani, notre sœur palestinienne. On participe. Vous pouvez aussi faire un petit geste ou partager le lien si vous avez envie. Vous pouvez le retrouver sur TikTok, sur YouTube. Il est en description de la vidéo. Et voilà, les amis, le petit clip de générique. Malheureusement, notre ami Gilles qui est arrivé un peu trop tard. Alors, il est où? Il est là. Voilà.
Voilà, excellente soirée à vous. Salam alaikum. Eh ma chérie, écoute ça. Franchement, je pense que là, il y a un potentiel à tube. C'est vrai qu'elle est bien l'instru. Faudrait juste que t'écrives un truc un peu plus consensuel. Et que pour une fois, tu fasses pas trop long. Bonne idée ma chérie, je vais essayer. Si le César de Polanski te choque, t'es antisémite. Et si tu sais ce que fait BlackRock, t'es antisémite. Tu critiques le pouvoir des banques, t'es antisémite. Tu penses que les médias nous mentent, t'es antisémite. Si t'es pas fan de BHL, antisémite. Tu boycottes Israël, antisémite. Si toi aussi tu comprends rien à ce que raconte Meyer Habib, si t'aimerais bien qu'on déploie des casques bleus en Palestine. Ici et antisémite. 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 Antisémite, carrément antisémite. Antisémite. Si t'es patriote en Europe, t'es antisémite. Si t'en as marre de leur guerre propre, t'es antisémite. Tu veux la justice pour Gaza, t'es antisémite. T'as des questions sur la Shoah, t'es antisémite. Tu sais qui gérait l'esclavage, t'es antisémite. Si quand tu vois Patrick Cohen, tu dis les chambres à gaz quand même dommage. Il n'est pas seulement antisémite, il est négationniste. Quenelle dans le fion du système, t'es antisémite. Et si t'espères qu'un jour on libérera Jérusalem, antisémite. T'es gilets jaunes, t'es antisémite. L'impunité de Jack Lang, le pédo t'étonne, t'es antisémite. 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 Jamais antisémite. Antisémite. Tu lis Gershom Scholem, t'es antisémite. T'aimes pas Woody Allen, t'es antisémite. Tu doutes d'Elie Wiesel, t'es antisémite. Tu parles de l'affaire Bruel, t'es antisémite. Si tu connais l'identité du dénommé Jean-Luc Brunel, Dieudo te fait marrer, t'es antisémite. Tu kiffes pas le marais, t'es antisémite. Tu vas à la mosquée, t'es antisémite. T'es catholique, t'es forcément antisémite. Tu lis Céline, t'es un antisémite. Si tu supportes plus Elisabeth Lévy et sa voix d'alcoolique, antisémite. Je vous ai juste demandé, quand on dit il n'y a pas trop assez de, mettons, noirs, arabes, asiatiques à la télévision, il faut me dire il y a trop de quoi. Mais moi je te le dirais bien de quoi il y a trop, mais c'est illégal alors je vais m'abstenir. Antisémite. Une allusion à Israël en mentionnant le 11 septembre. Si t'as le culot de penser que la France devrait pas être avant, dis qu'un juif est juif, t'es antisémite. T'es surpris de voir le président prosterné au dîner du CRIF. Tu traînes un sioniste de sioniste, t'es antisémite. Si toi aussi tu trouves le Talmud légèrement raciste, ouvertement antisémite, Violemment antisémite. 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 Si tu parles de Rita Katz, t'es antisémite. Et si tu aimes les ananas, t'es antisémite. Si tu prononces Jeffrey Epstein, t'es antisémite. Tu te souviens de Lloyd Blankfein, t'es antisémite. Si tu dis que les Palestiniens sont aussi des humains, si tu penses que l'abbé Pierre était vraiment quelqu'un de bien, antisémite. 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 T'as de l'admiration pour le courage de Garaudy. 40 ans d'Atali, tu penses que ça suffit. Tu te demandes si le phosphore blanc c'est pas une arme chimique. T'aimerais parler du zyklon mais de façon scientifique. Si toi aussi la dose te saisit en une milliseconde à la mention de l'armée qui dise la plus morale du monde, tu parles des Rothschild, t'es antisémite. T'as pas trop le choix, c'est pas toi qui décide. Car si tu dis la vérité, il crie déjà au génocide. Sans doute te défendre si un juif t'attaquait. Et devenir leur esclave fait pas partie de tes projets, bah t'es un antisémite. Bienvenue au club. Et t'as vu ma chérie? Mission accomplie.